Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 11 novembre. Le Premier ministre Jean Castex est annoncé demain à Lyon et dans la métropole. Presqu'île en colère et Lyon en colère face à la mairie de Lyon et face à la préfecture devant le tribunal administratif. Jugement mis en délibéré. Mais le rapporteur public demande le rejet des deux requêtes. Le président de la métropole, Bruno Bernard, et Olivier Araujo, le maire de Charly, se sont entendus pour remettre à plat le dossier relatif à la création d'un nouveau cimetière dans la métropole. Réintroduire la nature et la biodiversité en ville, c'est l'objectif que s'est fixé l'association Les Mains Vertes à Lyon. Explication avec Amélie Thom, directrice de cette association. Et puis nous parlerons également de Villeurbanne, élue capitale française de la culture 2022. Lancement officiel le 7 janvier. On connaît les grandes lignes du programme. Et puis nous parlerons foot en Ligue des Champions chez les filles. L'Olympique Lyonnais a renversé le Bayern 2-1. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le Premier ministre est donc attendu demain à Lyon. Jean Castex va se rendre au commissariat du 9e pour témoigner son soutien à la BAC, prise pour cible il y a quelques jours dans le quartier de la Duchère. Jean Castex souhaite rappeler la détermination du gouvernement à lutter contre les actes de délinquance, toutes les formes de trafic et les troubles à l'ordre public sur le territoire. Le Premier ministre se rendra ensuite à Vénissieux. Il échangera aussi au lycée Jacques Brel avec l'équipe pédagogique et les élèves. Le projet de transformation urbaine réalisé dans le cadre de la politique de la ville aux Minguettes doit permettre dans les 20 prochaines années de renouveler en profondeur ce quartier prioritaire. Jean Castex participera ensuite au comité de suivi local de la politique de la ville, cette fois-ci du côté de Vaux-en-Velin, commune elle aussi engagée dans une profonde mutation urbaine. Le Premier ministre visitera le gymnase Henri Vallon qui bénéficiera dans les prochains mois de fonds France Relance pour accueillir dans de meilleures conditions jeunes et éducateurs. Notez que la visite demain du Premier ministre va se conclure par un repas avec les acteurs associatifs du quartier et les habitants. Le Premier ministre était déjà venu à Lyon en septembre dernier à l'occasion de Global Industrie. Demain, il sera accompagné par 3 ministres, dont Marlène Schiappa, la ministre chargée de la citoyenneté. Presqu'île en colère et Lyon en colère face à la mairie de Lyon et à la préfecture du Rhône devant le tribunal administratif sur les questions de sécurité. Comme prévu, le rapporteur public a demandé le rejet des 2 requêtes déposées par quelques 500 requérants, habitants, entreprises, associations. Il est reproché entre autres aux requérants de ne pas avoir fourni de pièces attestant de la fréquence des nuisances. Le jugement a été mis en délibéré. Bruno Bernard, président de la métropole, et Olivier Araujo, le maire de Charly, s'entendent pour remettre à plat le dossier relatif à la création d'un nouveau cimetière dans la métropole de Lyon. Tout le monde s'accorde sur la nécessité de construire ce nouveau cimetière métropolitain. La question du lieu reste toutefois source de tension. En 2017, une première étude lancée par la métropole fléchait la commune de Charly, mais en septembre dernier, 200 personnes s'étaient rassemblées à Charly pour montrer leur mécontentement. Une nouvelle étude sera donc lancée pour réactualiser le dossier avec des données récentes. La métropole de Lyon s'est également engagée à proposer un projet agricole pour redynamiser la production sur les 14 hectares du site de Charly. La métropole de Lyon qui va dépenser près de 150 000 € pour installer 2 détecteurs de radioactivité. La collectivité a passé un accord avec la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, pour installer ces 2 appareils. Ce matériel permettra de disposer d'informations en temps réel sur la partie sud du territoire métropolitain, à proximité de la centrale de Saint-Alban, Saint-Maurice-l'Exil. Notez que ce sera aussi le cas pour la partie nord-est, donc à proximité de la centrale du Bugey, où sera installé le 2e capteur. Des outils similaires ont déjà été implantés en Isère, dans l'Ain et à Genève, mais les scientifiques ont émis des doutes sur l'utilité de ces balises. L'IRSN et l'ASN disposent eux aussi d'un réseau de capteurs. Si la CRIRAD a été choisie, c'est qu'il s'agit d'une association indépendante, soutient l'exécutif écologiste de la métropole. Éjecté d'une nacelle, un père de famille avait été tué dans un accident de manège à Neuville-sur-Saône en mars 2018. 3 ans et demi après cet accident, où plusieurs adolescents avaient frôlé la mort, le propriétaire du manège et celui qui avait effectué le contrôle annuel était jugé hier au tribunal correctionnel. Le rapport d'expertise avait pointé une vétusté mécanique, hydraulique et électrique très importante. Pour le ministère public, cet accident est dû à une succession de négligences grossières et un cumul de dysfonctionnements. Contre le propriétaire, 3 ans de prison ont été requis, dont 2 assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans, avec interdiction définitive d'exercer l'activité de forain. Contre le contrôleur, 8 mois de prison avec sursis ont été requis, 5 000 € d'amende et interdiction d'exercer son activité pendant 2 ans. Le jugement a été mis en délibéré. Il sera rendu le 12 janvier. Lyon demain,
Jardin perché. Réintroduire la nature et la biodiversité en ville, c'est l'objectif que s'est fixé l'association Les Mains Vertes à Lyon. Sont dispensées tout au long de l'année des formations qui vous permettront de prendre soin à la fois de votre santé et de l'environnement. Les explications d'Amélie Thom, directrice de l'association Les Mains Vertes. Alors Les Mains Vertes, c'est une association on s'est créée l'année dernière qui a pour objectif de réintroduire la nature et la biodiversité en ville par la formation à la culture potagère. C'est-à-dire qu'on va créer des jardins potagers écoles au sein desquels on va accueillir toutes les personnes qui souhaitent se former à la culture potagère, apprendre à développer son jardin, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas d'ailleurs, à développer un jardin qui soit sain, résilient et nourricier. Donc dans l'objectif de réapprendre tous les fondamentaux, les savoir-faire, les bonnes pratiques pour développer ce jardin. Donc on a différents projets qui se mettent en place sur Lyon. On a un projet qui a démarré à Satonnet-Village en partenariat avec un maraîcher, des projets qui vont démarrer sur le printemps de l'année prochaine à Lyon 5 et à Vénissieux. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'accueillir toutes les personnes qui souhaitent remettre les mains dans la terre, se reconnecter aussi aux autres, à soi-même, parce qu'on a cette notion de bien-être aussi derrière, de ressourcement qui est donc impliquée à la culture potagère. Comment se déroulent alors les formations concrètement ? Alors les formations, c'est en fait à l'année. En fait, l'objectif c'est de suivre l'évolution de notre jardin potager sur 4 saisons. Donc on va s'inscrire en septembre jusqu'à la période estivale et donc toutes les semaines, ce sont des cours hebdomadaires d'1 heure à 1 heure et demie. On va venir mettre les mains dans la terre et apprendre toutes les bonnes pratiques pour développer son jardin potager. Alors c'est quoi ? C'est planter, c'est également le sol ? Il va y avoir toute la partie vocabulaire, l'abécédaire du potager, parce qu'il y a du vocabulaire à savoir, il y a l'apprentissage des outils, qu'est-ce que je vais prendre comme outil, pour quoi faire, qu'est-ce que je vais faire de ma terre, quelle terre j'ai, quel type de plante je vais donc planter dans cette typologie de terre, parce qu'on fait pas tout et n'importe quoi. On va essayer d'étudier le sol, parce qu'il y a des pollutions, etc. Donc en fonction de ma pollution, comment je vais adapter ma culture derrière. Et puis il va y avoir après tout ce qui va être les maladies, les soins, faire les purins, dessiner son plan de potager aussi, son plan de culture, l'association des plantes, le biocontrôle. Enfin, il y a vraiment un panel large de modules qu'on va aborder en fait dans le cadre de cette formation. C'est pas juste on va mettre les mains, on va planter, on va semer. Non, il y a vraiment toute cette dynamique derrière pour avoir le maximum d'informations possible pour bien planter, bien cultiver et que tout pousse comme il faut. Et comment on fait si on n'a pas de terre, si on a juste un balcon par exemple ou une terrasse ? Justement, c'est l'objectif, c'est que nos formations puissent s'adapter à des gens qui ont un petit bout de terrain, mais à ceux qui en ont pas aussi. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir cette dimension aussi culture surélevée, donc en bac, pour pouvoir cultiver sur un balcon ou sur une terrasse, un rez-de-jardin, etc. C'est un investissement de combien d'heures par semaine si on veut avoir un potager, si on veut l'entretenir, si on veut avoir des récoltes ? Le cours, c'est 1 heure à 1 heure et demie, mais c'est sûr qu'après, il y a de l'investissement personnel de quelques heures par semaine. Après, si c'est bien entretenu, etc. Puis après, ça va dépendre de la surface. Donc, c'est vraiment aléatoire, mais c'est de la régularité, en tout cas. C'est important, parce que sans régularité, le jardin, il ne vit pas correctement. Amélie Thom, directrice de l'association Les Mains Vertes, pour se renseigner, www.les-mains-vertes.org. Villeurbanne, élue capitale française de la culture 2022. On en sait plus sur le programme de cet événement. Plus de 800 rendez-vous sont prévus sur l'année. Lancement officiel le 7 janvier. Déambulations dans les quartiers, festivals, expositions, fêtes de la jeunesse à la Fessine, des mini-mix dans 26 groupes scolaires, mais aussi une fête de la musique géante entre Villeurbanne et Lyon sur plus de 6 km. Les explications de Bernard Sauveau, c'est le directeur de la culture et de la jeunesse à la mairie de Villeurbanne. 40e anniversaire de la fête de la musique avec 6 km de piétonnisation entre Villeurbanne et l'hôtel de ville de Lyon. Je ne sais pas si vous voyez, sortez votre clarinette et votre trompette de dessous votre lit et allez payer l'apéro à votre voisin. Faites FAITES de la musique, vous les amateurs, et produisez-vous sans complexe. Et donc ça va être énorme. C'est plus grand que les Champs-Élysées, 6 km et demi. Ensuite, il y aura des spectacles tout au long de l'année, mais il va y avoir un énorme spectacle fin septembre avec l'invitation pour une création spécifique à Villeurbanne de la compagnie Royal de Luxe. Royal de Luxe, compagnie de Nantes, mais mondialement connue. Le dernier spectacle qu'elle a fait, c'était à Liverpool, il y avait 3 millions de spectateurs. Je ne sais pas si vous imaginez. Bon, il y aura moins à Villeurbanne, mais il va y avoir des centaines de milliers de spectateurs et c'est surtout une création pour Villeurbanne et qui va retracer une mythologie et écrire une mythologie villeurbanaise. Et puis notez que lundi matin, nous consacrerons une édition spéciale au label Villeurbanne, capitale française de la culture, avec en particulier le maire Cédric Van Stevendel. À Chazelles-sur-Lyon, le Chapeau, à Thurins, les fruits rouges, à Craponne, la blanchisserie, à Paul-et-Mieux, l'électricité. De nombreuses communes autour de Lyon sont réputées pour avoir été le berceau d'un produit ou d'une activité. Saint-Symphorien-sur-Coise n'est pas en reste. En effet, cette commune est réputée depuis un siècle et demi pour ses salaisons. La légende veut qu'un boucher du nom de Martel ait oublié des saucisses au fond d'un placard. Après les avoir goûtées, il aurait reproduit le procédé pour fabriquer et commercialiser sa découverte sous le nom de saucisson. Et s'il existe encore aujourd'hui 2
usine de fabrication en Chilais et Cochenou, c'est une autre marque de salaison qui revendique son antériorité sur la commune. La maison Lost, créée par un certain Pierre Lost en 1866. La petite entreprise a aujourd'hui déménagé. Elle est passée du statut artisanal à une dimension industrielle, mais continue d'allier tradition et modernité. Stéphanie Duriveau est responsable marketing de Maison Lost. Aujourd'hui, nous, on respecte vraiment la tradition, c'est-à-dire qu'on va associer la viande qu'on va finement sélectionner, en fait, en fonction des produits. Donc, on cherche la viande de qualité pour avoir cette saveur incontournable que sont nos produits. Ensuite, on mélange la viande avec les épices, les saveurs qu'on veut donner aux produits. Donc, en fonction des recettes de nos produits, on essaie de chercher des nouvelles associations. Et ensuite, c'est un process qui est assez long puisque le saucisson est un produit vivant. Donc, une fois que cette viande est mélangée, elle est mise de ce qu'on appelle un boyau. Donc, c'est le boyau du porc, boyau naturel, puisqu'on n'utilise que des boyaux naturels. Et le geste à la main, en fait, de fermer le boyau et ensuite de suspendre le saucisson sur une balancelle et de laisser l'eau partir, en fait, c'est ce qu'on appelle l'étuvage. Pendant plusieurs semaines, l'eau s'évacue du saucisson et ensuite on a une phase de séchage du saucisson qui permet de révéler les saveurs, en fait, et de développer la petite fleur blanche que vous voyez autour des saucissons. Donc nous, c'est tout naturel, c'est fait dans nos séchoirs. En fait, on met pas de talc ensuite sur nos produits. C'est vraiment de la fleur, ce qu'on appelle la fleur naturelle. Donc c'est une industrie qui reste quand même, qui garde quand même une tradition un peu manuelle. Oui, on a à cœur de parler d'ateliers de fabrication parce qu'on a aujourd'hui des métiers qui sont vraiment les métiers de l'époque, il y a beaucoup d'opérations manuelles encore et des gens qui connaissent leur métier et qui font ça depuis des dizaines d'années. Donc ça, la transmission du savoir-faire, c'est une grosse étape chez nous. On fait très attention à faire rentrer des gens justement pour qu'ils aient le temps d'apprendre ce savoir-faire auprès des gens qui le font déjà depuis 20, 30 ans même dans l'entreprise. On a très peu de turnover avec des gens qui ont à cœur de faire du métier des produits de qualité. C'est un métier qu'on fait avec amour du produit, avec passion justement. Et on s'adresse à des gens qui sont aussi du métier, les artisans, et c'est pour ça qu'on a à cœur de continuer à travailler uniquement avec eux, puisque c'est des métiers qui s'apprennent au fil de l'eau et c'est vraiment la passion du produit. Notre société a beaucoup évolué dans la façon de manger, dans la façon de se nourrir, oui, avec des soucis de régime, des choses comme ça. Est-ce que vous vous adaptez à ça? Est-ce que malgré le fait que c'est une entreprise traditionnelle, est-ce qu'on est quand même dans l'innovation? Alors on innove, oui, mais tout en gardant notre savoir-faire. La toute nouveauté, c'est qu'on a sorti un saucisson inédit, café piment. Donc en fait, on met la qualité et notre savoir-faire au service de l'innovation aussi, puisque le saucisson en plus est vraiment au cœur des tendances. C'est un produit plaisir qu'on achète avec plaisir chez son boucher. On n'y va pas pour acheter son saucisson à la base, mais quand on le voit, on a envie de l'acheter et de partager des moments de convivialité. Et donc nous, on appuie vraiment là-dessus en fait pour donner envie aux gens de partager ça avec leurs amis, leurs familles et de trouver des goûts différents pour associer sur les planches apéritives qui sont vraiment tendance en plus maintenant. Et donc du coup, on est bien au cœur du métier, donc on a à cœur de développer l'innovation aussi. On a des produits traditionnels auxquels on ne va pas couper parce que c'est ce qui fait la réputation de la marque. Mais si on renouvelle notre gamme plusieurs fois par saison, toutes les saisons il y a des nouveautés et tous les 3 mois vous pouvez découvrir des nouveautés pour alimenter les gammes et que nos artisans puissent renouveler leur discours dans leurs magasins. Stéphanie Duriveau, responsable marketing de Maison Lost. L'entreprise fournit aujourd'hui 4000 artisans charcutiers répartis sur toute la France, dont une quinzaine sur la région de Lyon. Un mot de sport en football, la Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais renverse le Bayern 2-1, mené à la mi-temps. Les Lyonnaises ont renversé le Bayern au retour des vestiaires. Les filles de Jean-Michel Aulas ont pris en tout cas une sérieuse option sur la qualification en quart de finale. Et puis Aldebert sera au Radiant Bellevue ce week-end pour 4 concerts. Dans ses chansons, il raconte des histoires faussement naïves qui mêlent poésie et information, notamment à destination des enfants. Il vient de sortir la 4e mouture d'enfantillage qu'il a réalisée pendant le confinement. Aldebert sera samedi à 15h et 19h, dimanche à 14h30 et 18h au Radiant Bellevue. Mais la rockstar des enfants promet de revenir également à la Halle Tony Garnier le 8 avril 2022. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Si vous êtes en week-end, profitez-en. En attendant, on se retrouve demain pour une dernière édition de la semaine.